La Russie montrait déjà, il y a 7 ans, sa volonté de permettre aux États-Unis d'agir à leur guise au Venezuela, en échange que Washington laisse au Kremlin toute liberté en Ukraine. Mais après la chute du régime de Nicolás Maduro au Venezuela, l'Ukraine peut pousser un soupir de soulagement, car cette opération de Donald Trump a joué en faveur de Kiev. De nouveaux détails révèlent tout comment Donald Trump a surpassé Vladimir Poutine. Le président des États-Unis a déjà exigé du nouveau président du Venezuela qu'il expulse de ce pays les agents et mercenaires russes, ainsi qu'il mette fin à la production de drones pour l'armée russe. Oui, le Venezuela était l'un des centres de fabrication d'armes mortelles pour les occupants russes. En même temps, pendant que Donald Trump est occupé avec le Venezuela, l'Ukraine travaille avec les Européens sur des garanties de sécurité, car les négociations de paix sont pour l'instant en pause. Dans cet épisode, je répondrai aux questions fréquentes, comme un éventuel accord entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le Venezuela et l'Ukraine. Comment la prise de pouvoir de Nicolás Maduro impacte-t-elle la guerre Russie-Ukraine ? Peut-on parler d'un échec personnel pour Vladimir Poutine à Caracas ? Les États-Unis étaient-ils juridiquement dans leurs droits ? Et quelles sont les perspectives géopolitiques ? En somme, examinons ensemble toutes ces questions. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela favorise beaucoup la promotion du contenu sur YouTube. Merci pour vos retours et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News via le lien dans la description. Nous y diffusons les actualités en temps réel. Alors, le New York Times publie soudainement un article dans lequel ils affirment que la Russie, il y a déjà 7 ans, montrait sa volonté de permettre aux États-Unis d'agir à leur guise au Venezuela. Washington accorderait au Kremlin une liberté totale en Ukraine, ce que des témoignages au Congrès américain semblent confirmer. Fiona Hill est une ancienne conseillère pour les affaires russes et européennes au Conseil de sécurité nationale pendant la première administration de Donald Trump. Et je vais maintenant citer le New York Times. Les souvenirs de cette proposition informelle ont refait surface dans le contexte de la réaction ambiguë de Moscou à l'ingérence des États-Unis dans les affaires vénézuéliennes et de l'escalade des tensions entre Washington et Caracas. Selon Fiona Hill, le Kremlin a promu via ses médias et commentateurs l'idée d'un échange spécifique de sphères d'influence. Les Russes faisaient clairement comprendre qu'ils voulaient conclure une sorte d'étrange troc entre le Venezuela et l'Ukraine, a déclaré Fiona Hill lors d'une audition au Congrès en octobre 2019, c'est-à-dire plus de 2 ans, avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Selon elle, l'essence de la proposition était que si les États-Unis insistaient sur leur droit de contrôler leur propre région d'influence, ils devaient accepter un droit similaire pour la Russie concernant l'Ukraine. « Vous voulez qu'on quitte votre cour ?» C'est ainsi qu'il formulait en la chose, mais vous êtes aussi dans notre cour, en Ukraine, a résumé la position du Kremlin Hill. Elle a souligné qu'elle s'était rendue personnellement à Moscou pour rejeter cette idée. La proposition est apparue dans le contexte d'une forte aggravation des relations entre les États-Unis et le Venezuela, lorsque la Russie a envoyé environ 100 militaires et de nouvelles armes dans ce pays pour soutenir le régime du président Nicolás Maduro. La chute de Maduro a porté un nouveau coup au régime soutenu par Moscou. Un peu plus d'1 an auparavant, le président syrien Bachar el-Assad avait également été renversé. Et c'est ici que se pose la première question. La Russie s'est-elle secrètement entendue avec les Américains sur l'opération au Venezuela, et cela aura-t-il un impact négatif sur les négociations de paix en Ukraine ? Je ne le pense pas, voici pourquoi. Le Venezuela détient les plus grandes réserves mondiales de pétrole. C'est tout simplement un joyau parmi les régimes que la Russie contrôle en fait depuis que les Russes ont commencé à se lier d'amitié avec le régime de Maduro. Ils ont détruit la production de pétrole au Venezuela, la faisant passer de 3,5 millions de barils par jour à 500 000 à 1 million de barils, soit plus de 3 fois moins. Ils ont provoqué l'effondrement de la production pétrolière au Venezuela. En même temps, avec les technologies modernes, le Venezuela peut facilement produire plus de 10 millions de barils par jour, soit autant que la Russie en produit quotidiennement. Ainsi, à l'avenir, une telle augmentation de la production fera chuter les prix de l'or noir. Soyons clairs, même 3 millions de barils de plus par jour que le Venezuela a le droit d'extraire comme membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole vont ruiner l'économie russe. Cela va totalement exclure les Russes du marché pétrolier. N'oubliez pas que la Chine et l'Inde achètent aussi du pétrole vénézuélien.
Si le Venezuela en extrait beaucoup plus, alors on pourra se passer du pétrole russe. Donc le Venezuela était un pays stratégiquement très important pour les Russes, et ils sont certainement sous le choc de ce qui s'est passé. Et cette humiliation est d'autant plus douloureuse à cause de la facilité avec laquelle tout cela s'est produit. C'est pourquoi je suppose que la Russie essaiera encore de reprendre le Venezuela, ce qui ne peut être que bénéfique pour la position de négociation de l'Ukraine et des Américains, car Trump n'aimera pas si la Russie commence à réagir et tente de reprendre Caracas. Et il y a encore une question qui reste en suspens et qui apparaît parfois dans les commentaires sous mes vidéos. Mais qu'est-ce que l'Ukraine a à gagner de la chute du régime de Maduro ? Certains demandent en quoi cela nous concerne. Pour le Venezuela, la frontière est très mince ici. Contrairement au régime cubain, Maduro n'a pas envoyé de mercenaires combattre contre l'Ukraine. Mais le Venezuela a été un centre de production de drones Shahed pour la Russie. Au Venezuela, de grands ateliers assemblaient peignent des cartes, blocs, processeurs, etc. Tout était fabriqué sur place. Le Venezuela n'était pas aussi durement sanctionné que la Russie ou l'Iran, et la main-d'œuvre y était très bon marché. Dans la mentalité criminelle des Russes, c'est en général un endroit idéal pour assembler des armes, pour ensuite tuer des Ukrainiens avec tout cela. Toutes ces pièces étaient rechargées dans des avions de passagers, dont la fréquence des vols a fortement augmenté avec le début de cette coopération sur les drones. Regardez les graphiques et vous verrez qu'en réalité, pour une raison quelconque, les avions ont soudainement commencé à voler très activement de la Russie vers le Venezuela. C'est pourquoi, avec le temps, le nombre de drones chez les Russes pourrait diminuer. La production risque actuellement de s'effondrer. La question suivante est de savoir s'il s'agit d'une défaite militaire précisément pour la Russie, c'est-à-dire si l'opération au Venezuela est une défaite pour le Kremlin ou non. Eh bien, regardons, réfléchissons. C'est sans aucun doute une défaite pour Poutine personnellement, pour la Russie dans son ensemble et pour leurs armes, une défaite inattendue et humiliante. Au-delà du pétrole et des Shaheds, il existe d'autres aspects. Les mercenaires du groupe Wagner étaient les gardes du corps personnel de Nicolás Maduro. Depuis 2019, la Russie a livré au Venezuela une énorme quantité de systèmes de défense anti-aérienne. Officiellement, on sait qu'il s'agit d'au moins 2 systèmes S-300, 44 systèmes Buk DS-125 et ainsi de suite. De plus, 14 Su-30 ont été livrés et leurs Tu-160 y ont aussi volé. Et je rappelle que la Russie présentait l'atterrissage de l'aviation stratégique à Caracas comme une garantie de sécurité en béton armé. Regardez, nous avons même envoyé l'aviation stratégique au Venezuela sans que personne n'ose attaquer. En plus, il y avait des hélicoptères, des milliers de Russes qui géraient tout cela. Et ensuite, ces derniers mois, le Kremlin a activement transféré des troupes et des drones au Venezuela. Un nombre important d'avions cargo russes, Il-76 effectuaient des vols pour livrer des drones, vus à la première personne des spécialistes et ainsi de suite. Et tout cela, les Américains l'ont détruit en une demi-heure. Pete Hegseth se moque déjà ouvertement des Russes. Et hier, il a déclaré « Écoutez, où était donc la fameuse défense anti-aérienne russe ? On dirait qu'elle n'a pas vraiment fonctionné. » C'était la même chose lors de la fuite de Bachar Assad de Syrie. C'était la même chose avec l'Iran. En juin, pendant la guerre de 12 jours, l'Iran a accusé obstinément la Russie de les avoir trahis. Il disait « Écoutez, nous avons pourtant signé un partenariat stratégique avec vous. Alors où est l'aide ?» Et dans toute cette situation, la question se pose « À quoi sert un tel allié ? À quoi sert la Russie comme allié ?» Et abordons maintenant la question la plus difficile, tant sur le plan juridique que moral. Les États-Unis ont-ils eu raison de capturer Maduro, et y a-t-il ici une analogie avec l'invasion russe en Ukraine ? Parce que c'est précisément cette thèse que les Russes diffusent actuellement, disant que c'est la même chose, mais il n'y a aucune analogie ici. Les États-Unis ont raison moralement et juridiquement. Au Venezuela, depuis 2002, il existait une dictature criminelle brutale sous le contrôle des Russes. C'est-à-dire que ce cauchemar a duré 24 ans, et si vous regardez les accusations portées aux États-Unis contre Nicolás Maduro, vous verrez qu'elles couvrent précisément 25 ans de son activité politique. Sur les 28 millions d'habitants du Venezuela, 8 millions ont quitté le pays pendant le règne de Nicolás Maduro. Cela veut dire quelque chose. Les gens au Venezuela vivent littéralement dans la pauvreté, alors qu'ils possèdent d'énormes réserves de pétrole lourd, les plus grandes au monde, mais ce n'est pas tout.
Ce sont précisément le service fédéral de sécurité russe et les services secrets cubains qui ont appris et formé le régime de Maduro à réprimer les opposants. Et d'autres surprises nous attendent encore, lorsque les États-Unis commenceront à publier des preuves des liens entre Maduro, les Russes et le cartel du Soleil. Et finalement, les États-Unis ont annoncé une récompense dans le cadre d'une véritable affaire pénale. Donc d'un point de vue juridique, tout est correct ici. Et il n'y a pas d'opération militaire contre la population, l'opération a été menée uniquement contre le chef du régime, Nicolás Maduro, et lorsqu'il a été capturé, l'opération a pris fin. Voilà tout. C'est pourquoi il est totalement inutile d'établir des parallèles avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Affirmer, comme les Russes le font aujourd'hui, que le droit international a été détruit à partir de ce moment, c'est exact, il a été détruit. Lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine en 2014, annexé la Crimée et lancé la guerre dans le Donbass, ils affirmaient « Nous ne sommes pas là, ce sont des petits hommes verts ». C'est alors que le droit international est mort. Pas maintenant avec Donald Trump capturant Nicolás Maduro. Et c'est très étrange quand, en Europe, il y a même des protestations sur ce sujet, comme si on disait « Comment cela Maduro a été capturé ?» Eh bien, une personne vraiment impliquée dans la dictature, apparemment, c'est le seul destin qui l'attend. J'aimerais que la même chose arrive à Vladimir Poutine, mais malheureusement, cela ne semble pas près d'arriver dans un avenir proche. Je vais m'arrêter là. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous avez trouvé cet épisode utile ou si les informations vous ont intéressé. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube en faisant un don ou en vous abonnant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Peshiy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.